Salam alaikum, Azoul Fellaouen, alhamdoulilah, rakom gah, bkhir. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie politique française. Vous savez que dimanche, qui vient de passer, a vu la victoire de Bruno Retailleau, l'homme politique le plus acharné contre l'Algérie, avec l'ancien ambassadeur français à Alger, Xavier Driancourt. Et comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, en France, pour devenir le chef d'un parti, il faut s'attaquer tous les jours à l'Algérie. Et ça paye, et ça paye. Alors, il y avait 120 000 militants du parti Les Républicains, c'est un parti de droite, héritier du parti de Nicolas Sarkozy, ancien chef de l'État français. Donc, sur ces 120 000 militants, 74,3% d'entre eux ont décidé de voter pour Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur français, qui a fait de l'expulsion des OQTF algériens sa priorité essentielle en qualité de ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle ce que veut dire OQTF, obligation de quitter le territoire français. Aujourd'hui, vous dites OQTF, ça veut dire algérien. Donc, lorsque Bruno Retailleau demande l'expulsion de tous les OQTF, il veut dire en pointillé l'expulsion de tous les Algériens sans papier. Et oui, quand on est prisonnier, on a un numéro d'écrou. Et bien, quand on est un Algérien en France sans papier, on est devenu 4 lettres, OQTF. Alors, Bruno Retailleau, contre qui a-t-il gagné? Il a gagné contre un ancien ministre, un surdoué de la vie politique française. Il s'appelle Laurent Wauquiez. Voilà, il est normalien, il a fait l'État. Alors, normalien, ça veut dire quoi? Il a fait l'école normale supérieure. En gros, ceux qui ont de très bonnes notes en littérature, au bac, font 2 années en prépa, c'est-à-dire 1 année et 2 années après le bac dans des grands lycées français, et ensuite il passe le concours de Normal Sup. Et Laurent Wauquiez est un surdoué. Il a réussi brillamment tous ses examens, donc c'est un très bon étudiant. Donc à la fois Normal supérieur et ensuite la fameuse ENA, École nationale d'administration. Il a connu une carrière politique fulgurante, notre ami Laurent Wauquiez. Il est considéré comme l'homme politique peut-être le plus intelligent en ce moment, car on dit qu'il est surdoué. Alors, notre ami Laurent Wauquiez a un destin très particulier, Laurent Wauquiez. Il s'avère que je le connais. Je l'ai connu en 2007, car c'est lui qui m'avait réservé la salle à l'Assemblée nationale pour déclarer ma candidature aux élections présidentielles françaises. À l'époque, en 2007, je voulais défendre les Français de culture musulmane, notamment nord-africaine, car ces populations-là étaient victimes de discrimination, de stigmatisation. Et mon combat pour défendre les musulmans avait commencé en 2001 avec l'attaque du World Trade Center. Vous savez qu'après cette terrible attaque, qui est l'équivalent du 7 octobre 2023, l'image et la place des musulmans en France et en Europe notamment a été détestable. On s'attaquait aux musulmans matin, midi et soir, un peu comme aujourd'hui. On s'attaque aux Algériens matin, midi et soir. Et je me suis dit à l'époque, si moi, Rachid Nekka, j'essaie pas de faire quelque chose pour essayer d'améliorer l'image des musulmans en France et en Europe, qui va le faire? Et c'est la raison pour laquelle j'avais déclaré ma candidature au mois de mars 2006, justement en demandant à Laurent Wauquiez, qui était député, de me réserver une salle afin d'organiser une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Mais vous savez un peu comment je fonctionne. Quand le président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui s'appelle parce qu'il est mort maintenant depuis quelques semaines, Debré, Jean-Louis Debré, qui est devenu plus tard le président du Conseil constitutionnel, avec qui là aussi j'ai eu des problèmes. C'est à cause de lui que j'avais été incarcéré pendant 1 semaine à la prison de Fresnes en mars 2012. Donc, au moment où je me suis présenté à l'Assemblée nationale et que le président de l'Assemblée nationale a su que j'allais
déclaré ma candidature pour défendre les musulmans de France au cœur même de la représentation nationale, eh bien, figurez-vous que Jean-Louis Debré a engueulé Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez n'avait pas eu le courage de m'appeler au téléphone pour me dire ce qu'il se passait. Et c'est comme ça que nos relations se sont rompues à ce moment-là. Alors, à l'époque, les journalistes français nous avaient pris en photo, car je lui ai dit vraiment, tu n'es pas un bonhomme, mon cher Laurent Wauquiez. Comment se fait-il que tu n'assumes pas, tu n'es pas capable en tant que député d'assumer le fait que tu m'aies réservé la salle? Donc là, c'est Laurent Wauquiez qui est toujours en parka rouge. Ici, c'est l'ancien député communiste Maxime Grémetz. Et là, c'est moi. Là, on est en mars 2006, c'est-à-dire il y a 19 ans déjà. Le temps passe vite, hein, vous voyez. Bon, j'ai des cheveux blancs par rapport à 2006. Voilà, monsieur Wauquiez. Alors, il est brillant, mais il n'est pas du tout courageux. Mais pas du tout, du tout, du tout. Alors, je vais vous dire pourquoi je m'éternise sur le cas du malheureux monsieur Wauquiez. Ben oui, il pensait que c'était facile de devenir président du parti Les Républicains face à Bruno Retailleau. Mais oui, c'est pas facile la vie, hein. C'est très compliqué la politique. Vous savez, en politique, ça suffit pas d'être brillant, d'être le plus intelligent, le plus doué. Et non, ça suffit pas. Il faut avoir de la chance. C'est ce que disait, vous savez, c'est ce que disait Bonaparte. Il disait qu'un homme qui n'a pas de chance, il peut pas réussir. Ni l'argent, ni l'intelligence, ni les réseaux ne suffisent à réussir dans la vie. Il faut aussi avoir de la chance. Chez nous, on appelle ça le baraka. Donc, je vais vous dire quelques mots sur Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, d'où il sort, Laurent Wauquiez? Après ses études, comment il est rentré dans la vie politique française? Il est rentré dans la vie politique française grâce à ce monsieur-là. Vous connaissez très bien son nom. Donc là, c'est Laurent Wauquiez quand il est jeune. Donc, ce monsieur-là, c'est Jacques Barrot. Oui, je sais que vous le connaissez. C'est le père de l'actuel ministre des Affaires étrangères français, qui s'appelle Jean-Noël Barrot. Vous savez, c'est qui Jean-Noël Barrot? C'est ce monsieur-là qui a rendu visite au président de la République algérienne, c'est Abdelmajid Tebboune, il y a quelques semaines, avant que les choses s'aggravent. Voilà. Jean-Noël Barrot, c'est le fils de Jacques Barrot. Jacques Barrot, en 2002, il a propulsé Laurent Wauquiez pour prendre sa place en tant que député de la Haute-Loire. La Haute-Loire, c'est un département français situé donc au centre du pays, département 43. Et Jacques Barrot, qui est originaire de ce département-là, à l'époque, comme Jean-Noël Barrot était trop jeune encore, il avait considéré Laurent Wauquiez un peu comme son fils spirituel, son fils politique. Et en 2002, Laurent Wauquiez est devenu député. Eh oui, il a commencé tôt à être député. Donc, monsieur Wauquiez, vous pouvez penser que peut-être ça aurait été une meilleure carte pour l'Algérie par rapport à, si on devait le comparer à Bruno Retailleau. Eh bien non, c'est exactement pareil. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est un petit monde tout ça. Ils se connaissent tous. Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, Jean-Noël Barrot, tout ça, c'est la même tchouk-tchouk, hein. Et Jacques Barrot, son papa déjà était député. Je ne sais pas si vous imaginez. Le papa de Jacques Barrot, qui a fait une brillante carrière de député, ministre, et en plus membre du Conseil constitutionnel. Il est mort, je crois, en 2014. Donc le papa de Jacques Barrot s'appelait Noël Barrot. Il était lui-même député. Et il appelait son fils Jean-Noël Barrot. Eh oui. C'est ce qu'on appelle des monarchies parlementaires. C'est ça la politique en France. On dit que c'est une république, mais finalement, les postes de ministre ou de député se transmettent de père en fils. En clair, on n'a pas tellement évolué par rapport à l'ancien régime, à l'époque où il y avait des rois et des nobles dans ce pays. Donc ceux qui pensent que la défaite de Laurent Wauquiez est une mauvaise nouvelle pour l'Algérie, non, non, non. Laurent Wauquiez, c'est pire
que Bruno Retailleau. Oui, croyez-moi. Et je vais vous citer quelques phrases de Laurent Wauquiez, qui est aujourd'hui le patron des Républicains, c'est-à-dire le patron de la droite à l'Assemblée nationale, qu'on appelle la droite républicaine, et vous allez voir au travers de quelques citations que Laurent Wauquiez est un candidat beaucoup plus dangereux que Bruno Retailleau. Allez, bismillah. Qu'a dit notre ami Laurent Wauquiez? Alors, tension algérienne, c'était le 19 mars 2025 au moment de la célébration des accords d'Évian. Vous savez, les accords d'Évian qui nous ont coûté tellement cher sur le plan du gaz et du pétrole. Il a dit que le seul levier d'action, c'est la dénonciation des accords de 68, affirme Laurent Wauquiez. Regardez. Laurent Wauquiez ne parle pas de renégocier les accords de 68. Il dit non, 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 non. Il n'y a rien à négocier. Pour lui, les Algériens, ça n'existe pas. L'Algérie, c'est une colonie et on ne discute pas avec des indigènes. Il dit qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire on n'en parle plus. Voilà, il avait dit ça sur CNews. Donc avec la journaliste d'origine tunisienne que vous devez sûrement connaître. Voilà, donc Algérie, faut-il revenir sur les accords de 68? Lui, il dit non, on ne revient pas sur les accords de 68, on les dénonce. Alors, je ne vous cache pas que je suis d'accord avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi je suis d'accord avec Laurent Wauquiez? Qu'à partir du moment où ces accords de 68 seront dénoncés par la France, c'est totalement illégal. Car des accords, c'est un peu comme les accords d'Évian, pour les modifier, il faut que les deux parties soient d'accord, la France et l'Algérie. Donc si la France décide de dénoncer ces accords, elle viole la légalité constitutionnelle, la légalité internationale, pardon. Et si elle dénonce ces accords, ben l'Algérie pourra aussi dénoncer les accords de pétrole et de gaz avec Total. On aura un argument au niveau de l'arbitrage international. Car si aujourd'hui l'Algérie dénonce des accords signés avec Total, notamment au sujet du contrat de TFT donc en Algérie concernant le gaz et au sujet de Hassi Berkine pour le contrat de pétrole, on va perdre. Si la France dénonce les accords de 68, on pourra gagner, nous aussi, au niveau de l'arbitrage international, en dénonçant à notre tour les accords de gaz et de pétrole avec Total. Donc, moi, ça me plaît, ça, en tant qu'Algérien. Allez, on poursuit. Donc ça, c'était le 19 mars. Ensuite, le 25 mars, Laurent Wauquiez qualifie d'inacceptable la position d'Emmanuel Macron. Alors, de quoi parle-t-il? C'était donc toujours sur Europe 1. Alors, qu'est-ce que dit notre surdoué de la vie politique française qui vient de perdre de 50 points d'écart quand même? C'est beaucoup dans une démocratie, 50 points d'écart. Alors, que dit le chef de la droite à l'Assemblée nationale française? Donc, il dit qu'il a qualifié d'inacceptable la position d'Emmanuel Macron sur l'Algérie. Il pensait que lui aussi, en tapant sur l'Algérie, il allait gagner. Estimant que ce pays, en parlant de l'Algérie, met en péril la sécurité de la France. Vous imaginez la gravité d'une déclaration pareille? Il dit que l'Algérie met en danger la sécurité de la France. Je ne savais pas qu'on avait la bombe nucléaire, thermonucléaire, je ne savais pas. Nous, on n'a que des chars et des avions russes. On n'a pas de nucléaire. Rassurez-vous, on va faire de mal à personne. Et il dénonce la gestion des relations entre les deux nations après le refus d'Alger de reprendre des ressortissants sous OQTF. Vous imaginez, l'Algérie, elle est réduite à est-ce qu'elle va récupérer ou pas récupérer ses OQTF, c'est-à-dire des Algériens sans papier. Vous imaginez l'Algérie, milieu non shahid, l'Algérie qui a réussi à exclure le régime de l'apartheid d'Afrique du Sud de l'ONU en 74, l'Algérie qui a réussi à libérer des diplomates américains, 52 diplomates américains de l'ambassade de Téhéran, le 20 janvier 1981, l'Algérie qui a réussi à mettre en place l'embargo pétrolier avec la Libye, avec l'Irak, l'Arabie Saoudite en 73. Aujourd'hui, l'Algérie, c'est quoi? Est-ce qu'elle va récupérer ou pas les OQTF? Aïe, aïe, aïe.
Comment on est tombé si bas? Et vous avez des prétendants à la direction d'un parti politique qui utilisent l'Algérie pour obtenir la confiance de leurs militants. Vous vous rendez compte? On est devenu un petit élément de l'équation politique française. Donc on ne joue plus de rôle au niveau mondial. On amuse la galerie d'un petit parti politique qui représente 10% de l'électorat, en tout cas d'après les sondages. Aux dernières présidentielles, il pesait 5%. Mais grâce à l'Algérie, ben ça monte, comme une action cotée en bourse. Donc ça, c'était le 25 mars. Oui, parce que il se préparait pour des élections, pour essayer de gagner des points, un peu comme à l'époque de Sarkozy en 2010. Il voulait gagner des points pour les élections présidentielles de 2012 en faisant voter la loi contre le niqab. Ça n'a pas marché, il a échoué. Alors, on poursuit. La position d'Emmanuel Macron sur le sujet des OQTF est inacceptable, affirme le député de Haute-Loire. Je viens de vous dire où ça se trouve, c'est au milieu de la France. Après les déclarations samedi du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a estimé que le chef de l'État français était l'unique point de repère pour régler les différends entre les deux pays. Les différends, c'est-à-dire les problèmes entre les deux pays. Et c'est là où notre ami Laurent Wauquiez, l'Algérie met en péril notre sécurité en laissant, écoutez-moi bien, en laissant ces terroristes SES, ces terroristes sur notre sol. Vous imaginez ce que dit Laurent Wauquiez? Regardez. L'Algérie met en danger la sécurité du pays, de la France, en laissant ces terroristes sur nos sols, sur notre sol. Je répète parce que c'est dramatique. Comment on est tombé si bas en laissant n'importe quel homme politique français dénigrer l'Algérie, salir l'Algérie, sans que nous réagissions. Normal, comme on dit chez nous, adi. Donc je répète, voilà ce qu'a dit Laurent Wauquiez, qui est le patron des députés de droite à l'Assemblée française. L'Algérie met en péril notre sécurité en laissant ces terroristes sur notre sol. Et personne n'a réagi. C'est passé comme une lettre à la poste. N'importe qui peut dire « je serais heureux s'il y avait un coup d'État en Algérie ». Ça, c'est l'ancien juge antiterroriste Mark Trevidic. Maintenant, nous avons Laurent Wauquiez qui dit que l'Algérie met en péril la sécurité de la France en laissant ses terroristes sur notre sol. Et vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Le parquet national antiterroriste français a dit que la diplomatie algérienne était une diplomatie terroriste, puisqu'elle accuse le premier secrétaire, c'est-à-dire l'adjoint de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, d'avoir organisé une opération terroriste avec le pseudo-influenceur, sachant que nous avons un diplomate déjà en prison, toujours poursuivi par le parquet national antiterroriste. Donc aujourd'hui, l'Algérie est considérée comme le FLN entre 54 et 62. À l'époque, on disait que c'était le FLN qui était un groupe terroriste. Aujourd'hui, c'est l'État algérien qui est considéré comme un État terroriste. Le Mali nous traite de soutenir le terrorisme au Mali. La France qui dit que nos diplomates sont des terroristes. Mais où va-t-on? Nous allons laisser les choses se dégrader sans réagir? Combien de temps encore? Est-ce que l'Algérie mérite ça? Est-ce que le peuple algérien mérite ça? Est-ce que nos chouhada, Rabbi Rahamou, méritent ça, d'être traités comme ça dans la boue? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas et j'espère qu'on va réagir assez rapidement. Alors, je continue les déclarations de notre ami Laurent Wauquiez. Pourquoi je vous parle de Laurent Wauquiez? Pour vous dire que la victoire de Retailleau n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que Retailleau, ça aurait été pire. Wauquiez, ça aurait été pire que Retailleau. Donc je poursuis avec notre ami Laurent Wauquiez. La France n'a pas de dette envers l'Algérie. Ah, il fallait la dire cette phrase. Hein. La France n'a pas de dette envers l'Algérie. Elle a une histoire commune, c'est-à-dire la France nous a massacrés pendant 132 ans, 5 millions et demi de martyrs, Rabbi Rahamou. Donc elle a une histoire commune, mais elle ne lui doit rien. Oui, évidemment. Détruire un pays, installer la famine, massacrer 5 millions et demi d'Algériens, prendre son gaz et son pétrole, bien sûr que la France ne doit rien. Incroyable, il faut oser le dire. Hein. Mais je vais vous rappeler quelque chose qui va sûrement fâcher plus d'un. Les accords d'Évian,
de mars 62. Qu'a fait le FLN? Qu'a fait le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne? Il a décrété une amnistie. Vous savez ce que ça veut dire, une amnistie? C'est-à-dire que tout ce qu'a fait la France pendant 132 ans, on oublie. Les assassinats, la colonisation, la famine, les expropriations, les viols, les tortures, on oublie tout. Donc, les militaires, amnistiés. Les policiers, amnistiés. Les harkis, amnistiés. En clair, on a pardonné à la France. C'est pour ça que Laurent Wauquiez, qu'est-ce qu'il dit? La France n'a pas de dette envers l'Algérie. Parce que les accords d'Évian, on a pardonné. Donc si la France veut dénoncer, c'est-à-dire on n'a pas besoin de l'accord de l'autre. Si la France veut dénoncer les accords 68, mais dans ce cas-là, nous aussi, on va dénoncer, comme je viens de le dire tout à l'heure, dénoncer les accords avec Total, mais on va aussi dénoncer les accords d'Évian. Ben oui, tant qu'à faire. Puisqu'à partir du moment où on va dénoncer à notre tour les accords d'Évian, on pourra demander des réparations et des comptes à la France pendant ces 132 années de colonisation. Et ça va chiffrer. On verra si Wauquiez il va dire la France n'a pas de dette envers l'Algérie. Vous avez vu quand on laisse des amateurs gérer les dossiers, voilà, vous savez, des gens qui, en France, qui, de façon totalement impunie, déclarent des choses horribles contre notre pays, mais nous, on laisse faire. On n'a pas d'ambassadeur à Paris. Et puis, il n'y a pas de front médiatique, pas de front politique, pas de front juridique, pas de front diplomatique, pas de front intellectuel. Well, on laisse faire. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre, notre ami? Et donc, on va finir avec cette belle phrase. Écoutez-moi bien. En revanche, c'est-à-dire mais, ou par contre, comme diraient certains de façon familière, en revanche, il fait part d'une vraie différence avec le ministre de l'Intérieur sur l'octroi par Beauvau, c'est-à-dire par le ministère de l'Intérieur, de visas pour le temps du Ramadan à des imams venant surtout du Maroc, mais aussi parfois d'Algérie. Ah, c'est bizarre ça. Et il dit, il considère que la venue d'imams étrangers est positive, assure Laurent Wauquiez, citant Bruno Retailleau qui avait affirmé sur Twitter fin février que sa politique consiste d'une part à faire la chasse aux islamistes et d'autre part à renforcer le sentiment d'appartenance à notre communauté nationale chez nos compatriotes musulmans. Alors là, on n'y comprend plus rien. Vous savez, la contradiction, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? C'est Hegel, vous connaissez le philosophe allemand Hegel qui disait que l'histoire suit un mouvement de dépassement des contradictions. Voilà, on est en plein dedans. C'est un jeu, quoi. Donc, la bataille de l'opinion publique, en France, l'Algérie, elle l'a perdue. Alors, l'opinion publique, c'est quoi? Vous connaissez l'opinion publique, c'est quoi? Je vais vous donner la définition du grand sociologue Alfred Sauvy, que les anciens connaissent. Alors, je vais vous dire ce que dit Alfred Sauvy sur la définition de l'opinion publique. Il dit que l'opinion publique est un arbitre. Hakm en arabe. C'est une conscience. Voilà, c'est un truc qui... C'est une chose, c'est une entité virtuelle qui est là, qui ne s'apprécie pas comme on peut apprécier un résultat lors d'une élection, mais c'est quelque chose qui est là, dont on entend parler, sur laquelle des citoyens échangent. Donc l'opinion publique est un arbitre, une conscience. Nous dirions presque que c'est un tribunal dépourvu certes de pouvoir juridique, mais redouté. L'opinion publique, ce n'est pas un tribunal, mais c'est quelque chose qui y ressemble, c'est quelque chose qu'on redoute, c'est-à-dire on en tient compte. C'est le fort intérieur d'une nation, quelque chose qui est dans les tripes. C'est ça l'opinion publique. Et cette bataille de l'opinion publique, l'Algérie, on ne l'a pas menée, et c'est parce qu'on ne l'a pas menée qu'on l'a perdue. On a considéré qu'il fallait pratiquer la politique de la chaise vide, c'est-à-dire on laisse tout le monde parler. Ça fait des mois et des mois et des mois que des diplomates critiquent l'Algérie, des hommes politiques critiquent l'Algérie, des intellectuels critiquent l'Algérie, des journalistes critiquent l'Algérie, des juges critiquent l'Algérie. Et toutes ces critiques-là
ont forgé une opinion publique française anti-algérienne, comme jamais cela ne s'est produit dans les relations entre la France et l'Algérie depuis 1830. On a laissé faire. Et aujourd'hui, on n'a pas de soutien au sein de l'opinion publique française pour défendre l'Algérie. On a quelques TikTokers, quelques YouTubeurs, quelques députés de partis qui sont sortis de l'arc républicain, comme dirait la droite française, c'est-à-dire de LFI, qui sont discrédités depuis qu'ils ont soutenu le Hamas à partir du 7 octobre 2023. Bref, l'Algérie aujourd'hui n'a pas de soft power en France. On a perdu la bataille de l'opinion publique et on n'a tellement pas voulu écouter mes conseils quand j'ai dit qu'il fallait urgemment remettre un diplomate, un ambassadeur à Paris. Que s'est-il passé? Maintenant, nous avons le parquet national antiterroriste français qui accuse nos diplomates de terrorisme. Mais oui, parce qu'on a laissé faire. Si on avait un ambassadeur à Paris, vous croyez qu'il aurait laissé faire? Il aurait laissé la France, la justice française, le parquet national antiterroriste accuser nos diplomates de terrorisme? Vous imaginez? Nos diplomates qui libéraient des otages américains aujourd'hui, on est traités de terroristes. Mais c'est une gravité sans nom, ce qui est en train de se produire. Alors revenons au vainqueur, à l'actuel président du parti de droite Les Républicains, le fameux Bruno Retailleau. Quel parcours quand même. Alors Bruno Retailleau, il est né le 20 novembre 1960 à Cholet, en Maine-et-Loire. Donc c'est la Wilaya, c'est un département Maine-et-Loire. Et il est un homme politique français, ministre de l'Intérieur depuis le 21 septembre 2024. Dans le gouvernement d'abord de Michel Barnier, puis dans le gouvernement actuel de François Bayrou. Donc vous imaginez, ce monsieur-là est ministre uniquement depuis le 21 septembre 2024. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. En 8 mois, c'est devenu une star politique en France. Et pourquoi? Parce qu'à partir de novembre 2024, donc là il a été élu en septembre, donc octobre, novembre, 16 novembre, il y a eu l'arrestation de l'auteur algéro-français L'aéroport d'Alger. Il a fait de cette affaire-là la base, le cœur de sa stratégie politique pour remporter l'élection à la tête du parti Les Républicains ce dimanche 18 mai. Donc uniquement en brodant autour de cet auteur et en brodant autour des OQTF, c'est devenu une star. Alors qu'avant, croyez-moi, vous faisiez un micro-trottoir en France, mais personne ne connaissait Bruno Retailleau. Personne. Inconnu au bataillon. Donc grâce à l'auteur algéro-français, grâce aux OQTF et grâce à la chaise vide pratiquée par notre pays, c'est devenu peut-être l'avenir politique de la France. Alors, j'ai fait exprès de publier son lieu de naissance. Il est né à Cholet. Cholet, c'est quoi Cholet? Cholet, c'est un endroit en France qui se situe, on va dire, près de Nantes. C'est ce qu'on appelle la Basse-Bretagne. Parce que la Bretagne, il y a 2 régions. Il y a le nord de la Bretagne, c'est le cœur historique de la Bretagne, et la Basse-Bretagne, donc jusqu'à Nantes. Donc voilà où se trouve Cholet. C'est ici. Cette région-là, c'est une région qui est historiquement anti-républicaine. Vous savez ce que ça veut dire anti-républicain? C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la Révolution française en 1789, toute cette région-là est une région royaliste et catholique. Il s'opposait aux républicains qui, en janvier 93, ont fait guillotiner le roi de France et la reine de France. Et cette région-là, qu'on appelle la Vendée, donc là, il y a la Vendée au sud et les Chouans, c'est au nord. Et ce qui distingue les Vendéens des Chouans, c'est un fleuve qui s'appelle la Loire. Donc au sud de la Loire, on les appelle les Vendéens, et au nord de la Loire, on les appelle les Chouans. Cette région-là n'a pas voulu défendre la République. Toute cette région, elle était restée royaliste et catholique. Car ne l'oublions pas, la République française s'est construite en opposition à l'Église catholique. La République a volé tous les biens de l'Église. Ne l'oubliez jamais.
Donc ne vous attendez pas à des miracles avec la République française. Cette République qui a dépossédé tous les biens de l'Église, vous pouvez imaginer qu'elle n'aura aucun mal à déposer tous les biens des musulmans ou des mosquées, si tant est qu'ils en aient. Donc, cette ville de Cholet est une ville meurtrie. Donc là où est né Bruno Retailleau, il est né dans un endroit qui a été au cœur du génocide vendéen. Donc, Vendéen, c'est le sud, et Chouan, c'est au nord. Donc, toute cette région a été victime du génocide perpétré par la République française entre 1793 et 1796. 250 000 morts. Et nous avons un point en commun avec notre ami Bruno Retailleau, c'est que le 17 octobre 1793, donc 17 octobre 1793, donc chez nous c'est 17 octobre 1961, Cholet est tombé. Les habitants de Cholet, les Vendéens, ont été massacrés par les républicains. Donc la République française a commis un massacre à Cholet. Donc les descendants de Bruno Retailleau, ce sont 250 000 Vendéens chouans qui ont fait l'objet d'un génocide perpétré par la République française. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau, il défend la République, a massacré ses ancêtres. Vous imaginez? Vous imaginez? Et au lieu de se venger contre la République française, il préfère la servir pour s'attaquer aux Algériens et aux musulmans. C'est pas beau, ça. Ça s'appelle un cas psychanalytique. C'est un peu comme Tel Aviv. Ce sont les Allemands qui ont massacré les 6 millions de Juifs, mais au lieu de se venger contre les Allemands, ils se vengent contre les Palestiniens qui ne leur ont rien fait du tout. Donc ils bombardent les Palestiniens, ils bombardent les Syriens, ils bombardent les Libanais. Ils s'arrêtent pas. Alors qu'il faudrait qu'ils s'attaquent aux Allemands. C'est les Allemands qui ont tué les Juifs, c'est pas les Arabes qui ont tué les Juifs, c'est pas les musulmans qui ont tué les Juifs. Eh ben notre ami Bruno Retailleau, c'est pareil. Au lieu de s'attaquer aux républicains qui ont massacré son peuple, ben non, il préfère s'attaquer aux Algériens, aux OQTF algériens. Incroyable, hein? C'est ce qu'on appelle un cas de psychanalytique. De psychanalyse, pardon. C'est un cas psychanalytique, notre ami Bruno Retailleau. Donc nous avons en commun la date du 17 octobre 1793, monsieur Bruno Retailleau. On devrait la fêter ensemble. D'ailleurs, si on était intelligent, on devrait tous se rendre le 17 octobre prochain à Cholet pour commémorer le génocide, plutôt pour commémorer les victimes du génocide vendéen et chouan perpétré par la République française. Ah oui, ça serait une bonne idée. Encore faut-il lire des livres, n'est-ce pas, mes chers compatriotes, diplomates qui gèrent le dossier algérien. Alors voilà un livre qui s'appelle Les Chouans. Vous savez, je vais vous dire un peu comment on percevait les Chouans en 1793, 1794, 95, 96. Je vais vous le dire. Donc les Chouans, les Vendéens, c'est pareil. Hein. Les Chouans, c'est au nord de la Loire et les Vendéens, c'est au sud de la Loire. Alors dans ce livre de Roger Dupuis, à la page 36, il considère qu'il y a 3 étapes dans la chouannerie. Alors je vais vous dire c'est quoi la chouannerie. Chouannerie. Il dit que la première chouannerie était caractérisée, vous allez sourire, j'en suis sûr, par des violences terroristes et des haines paysannes. 1794-1795. Pour ça, je vous ai choisi cette belle phrase à la page 36. Regardez. Terroristes, c'était considéré par les républicains comme des terroristes. Donc les ancêtres de Bruno Retailleau étaient considérés comme des terroristes. Vous imaginez? Des terroristes. Donc page 36, les Chouans de Roger Dupuis. Donc c'est quelle édition? Édition Le Club, voilà. C'est pas beau ça? Donc les ancêtres de Bruno Retailleau étaient considérés par la République française comme des terroristes. Donc voilà, première édition c'était en 97 chez Hachette Littérature. Voilà, Hachette Littérature. Un peu comme les FLN étaient considérés comme des terroristes par la République française. Donc la République française, dès qu'il y a des personnes ou des populations ou des groupes qui sont pas d'accord avec elle, ils ont l'étiquette terroriste. Donc page 36. Violence terroriste. Ouais, je ne me prive pas du plaisir de vous le remontrer.
Bon, alors on poursuit avec notre ami Retailleau. Donc je vous ai parlé de la date du 17 octobre. Donc je vous ai dit que les ancêtres de Bruno Retailleau ont été massacrés par la République française. Et écoutez-moi ce qu'il y a marqué. Au moment où ils voyaient qu'ils perdaient les Vendéens, donc les ancêtres de Bruno Retailleau, écoutez bien ce qui s'est passé. Ils avaient entre leurs mains 5000 prisonniers républicains. Vous entendez? Ce qu'on appelait les Bleus. À l'époque, on les appelait les Bleus. Voilà, c'est les républicains, les Bleus. Et les Blancs, c'était les royalistes. Donc, les ancêtres de Bruno Retailleau, donc à Cholet, là où il est né, avaient 5000 prisonniers républicains. Et ils se sont dit, maintenant on va perdre, qu'est-ce qu'on va faire de ces républicains? Écoutez ce qu'ont dit les ancêtres de Bruno Retailleau. Ils se sont demandé, qu'est-ce qu'on va faire de ces 5000 prisonniers qui les embarrassaient? Vous savez, à Jaffa, lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte, il avait 4000 prisonniers palestiniens. Vous savez ce qu'il en a fait? Il les a tous massacrés. Et vous pouvez regarder sur Internet, Napoléon a fait massacrer 4000 prisonniers palestiniens à l'époque à Jaffa. Donc, je reviens à notre ami Bruno Retailleau. Ses ancêtres se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces 5000 prisonniers républicains? Et l'idée de les exécuter s'est répandue. Il dit, mort aux bleus, mort aux bleus, mort aux bleus. Les bleus, c'est les républicains. Mais, vous savez, il y a toujours des zaïms dans tous les pays du monde. Zaïm, c'est-à-dire des grands hommes, un peu à la colonel Amirouche, à la Mustafa Ben Boulaïd, ou à la l'Arbi Ben Mehdi, Rabbi yarhamoum. L'Arbi Ben Mehdi, donc des Vendéens, il s'appelait Charles de Bonchamp, il avait 33 ans. Vous savez, les grands hommes, en général, ils ne sont pas très âgés, 33 ans. Et qu'a dit leur champion, Charles de Bonchamp? Il était en train d'agoniser. Quand il a entendu que les Vendéens, donc les ancêtres de Bruno Retailleau, allaient massacrer 5000 prisonniers républicains, il s'est levé de son lit de souffrance et dans un ultime soupir, il a lancé « Grâce aux prisonniers !» En gros, ne les tuez pas, ne les tuez pas, ne les tuez pas. Respectueux de son dernier vœu, les Vendéens libérèrent les malheureux. C'est pas joli, ça? Voilà, il y avait quand même des gens qui avaient un peu de grandeur d'âme chez les Vendéens. Et il est mort juste après. Voilà, il est mort juste après. L'honorable Charles de Bonchamp, alors pour la petite histoire, Bruno Retailleau a un tableau de Charles de Bonchamp dans son bureau. Eh oui, il respecte. Voilà, et il y a un magnifique tableau qui s'appelle le Pardon de Bonchamp. Voilà, c'est celui qui a évité le massacre de 5000 républicains par les ancêtres de Bruno Retailleau. Voilà, Charles de Bonchamp, qui est la référence historique de Bruno Retailleau, un peu comme nous, notre référence, Zabana, Arbi Ben Mehdi, Hassiba Ben Bouali, Colonel Amirouche, Sil Hawes, Mustafa Ben Boulaïd, etc., etc. Il y en a 5,5 millions. Rabbi yarhamoum. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de notre ami Bruno Retailleau, qui est devenu le chef du parti Les Républicains? Donc il faudra compter avec lui à l'avenir. Hein. Quand je vous parle d'avenir, c'est-à-dire dans pas longtemps, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2027. C'est possible qu'il devienne le prochain président, vous savez. Alors, quelle était la réputation des Vendéens? Pourquoi, tout d'un coup, la République a décidé de massacrer 250 000 Vendéens et Chouans? Il y a toujours une raison, vous savez. Alors, ils n'étaient pas musulmans, hein, ils n'étaient pas juifs non plus, les Vendéens. C'était des Blancs et des catholiques. Donc, normalement, on va pas tuer des Blancs et des catholiques, non? Bon, je sais que le maréchal Pétain s'est exécuté, en tout cas envoyé dans les camps de la mort 76 000 juifs français en les dénaturalisant. C'était à partir de octobre 40 jusqu'en 45. Mais pourquoi en 1793, tout d'un coup, la République a décidé de massacrer 250 000 Français, comme eux, des Blancs? Ben, je vais vous dire ce qui s'est passé. Le 24 février 1793, la République, c'était la Convention à l'époque, on l'appelait ça la Convention, a décidé de lancer ce qu'on appelle
au tirage au sort une conscription, c'est-à-dire une mobilisation pour lutter contre les Autrichiens, les Anglais, les Espagnols, qui étaient en train d'envahir la France. Mais figurez-vous, donc ils cherchaient 300 000 soldats. Figurez-vous que les Vendéens et les Chouans ont refusé de défendre la République. Et oui, les Vendéens et les Chouans, donc les ancêtres de Bruno Retailleau, étaient considérés comme des harkis. Et comme ils ont refusé l'appel à la mobilisation, donc, je vous rappelle que c'était tirage au sort, la République a décidé de les massacrer en considérant que ce n'étaient pas des bons citoyens, c'était des harkis, des traîtres à la République. Voilà l'image qui a collé sur la peau des ancêtres de Bruno Retailleau, c'est-à-dire des traîtres à la République. Un peu comme au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui avaient participé au gouvernement de Vichy, de Pétain, étaient considérés comme des collabos, c'est-à-dire ils préféraient l'Allemagne à la France. Ben, dites-vous bien que les ancêtres de Bruno Retailleau étaient considérés comme des traîtres. C'est la raison pour laquelle la République a décidé d'envoyer ses armées pour tous les massacrer. Je ne sais pas si vous imaginez l'horreur que cela a dû représenter. La bataille de Cholet du 17 octobre 93 était la démonstration de cette haine de la République à l'endroit des Vendéens considérés comme des traîtres. Alors, vous connaissez le général Kléber, le général napoléonien, en tout cas qui est devenu célèbre avec Napoléon. Ben, dites-vous bien que le général Kléber, qui a fait la campagne d'Égypte à partir de 1798, écoutez-moi bien, il a dit à propos des Vendéens, donc à propos des ancêtres de Bruno Retailleau, l'actuel chef de la droite française, il a dit que les combats contre les Vendéens, c'était un combat de tigres contre des lions. Alors, vous savez que dans l'imaginaire mondial, les lions, c'est noble. Mais les tigres, c'est pas très noble. Et que disait notre ami Kléber, un des bras droits de Napoléon? Il a dit, les tigres étant les Vendéens, parce que c'est une sale bête dans l'imagerie populaire à l'époque. Donc les Vendéens étaient considérés comme des tigres, c'est-à-dire comme une sale bête. Donc dites-vous bien que derrière le comportement, derrière l'attitude, derrière les éléments de langage, derrière, j'aimerais dire, la rhétorique de Bruno Retailleau, dites-vous que dans son esprit, il sait que la France considère les Vendéens comme des sales bêtes, comme des tigres. C'est pas moi qui le dis, le général Kléber. Voilà. Je vous laisse 3 fausses surlignées. Voilà. C'est les Vendéens considérés comme des tigres, comme des sales bêtes. C'est pas très joli, hein. Donc vous imaginez, il a beau mettre un costume, cravate, pour les Républicains, les Vendéens, ce sont des sales bêtes. Écoutez-moi bien. Et ça, c'est pas joli non plus, hein. Regardez comment les Républicains considéraient les Vendéens. Ils disaient qu'il fallait exterminer les brigands jusqu'au dernier. Exterminer les brigands jusqu'au dernier. C'était considéré comme des brigands, un peu comme la France a traité les indigènes algériens. Les brigands, il faut les tuer, il faut les massacrer, il faut les violer. Et oui, c'était ça la colonisation. Ben, dites-vous bien que la République française a fait la même chose avec les ancêtres de Bruno Retailleau. C'était considéré comme des sales bêtes et comme des brigands qu'il fallait exterminer. Un peu comme Bugeaud a exterminé les Algériens, les a mis dans des grottes, les fameuses enfumades. Et ben, le général Kléber et tous les généraux français ont considéré les Vendéens comme les indigènes algériens. C'est ça la République française, que certains adorent. Et qui a sorti cette magnifique phrase, terrible phrase? C'est le conventionnel, c'est-à-dire un des chefs de la Convention, Lazare Carnot, le 6 février 1794. Voilà. Lazare Carnot, le 6 février 1794, il a dit qu'il fallait exterminer ces brigands. Donc vous croyez que la République française va avoir un état d'âme à dénaturaliser ou expulser le musulman? Je ne crois pas.
Je ne crois pas, mes chers compatriotes. Préparez-vous. Alors, et pour finir avec Cholet, la ville de naissance de notre ami Bruno Retailleau, Cholet était considéré le 17 octobre 1793 comme synonyme d'arrêt de mort pour le soulèvement anti-révolutionnaire vendéen. Donc la bataille de Cholet, c'était la fin de la contre-révolution vendéenne contre la République française. Ça fait mal, hein? Alors, vous croyez que c'est du passé, tout ça? Pas du tout. Est-ce que vous savez que Bruno Retailleau, c'est l'enfant spirituel de Philippe de Villiers? Vous connaissez Philippe de Villiers, ancien député, ancien ministre, qui passe toutes les semaines sur CNews. Philippe de Villiers a mis en place ce qu'on appelle le Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est un spectacle annuel, ou un peu comme Astérix, qui est très populaire, qui a un véritable succès. Et dans le Puy du Fou, il y avait un homme qui a aidé, notamment dans la partie réalisation, qui s'appelle Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau est l'enfant spirituel de Philippe de Villiers. Donc il l'a aidé à réussir ce projet du Puy du Fou. Et sachez que lorsqu'il y a eu la commémoration du bicentenaire de la Révolution française en 1989, à l'époque le président français c'était François Mitterrand, figurez-vous que Philippe de Villiers a refusé de commémorer le bicentenaire de la Révolution française. Devinez pourquoi? Parce que la Révolution française a massacré 250 000 Vendéens et Chouans. Donc évidemment qu'il n'allait pas célébrer le massacre, le génocide vendéen. Ben oui. Et oui, il faut que vous le sachiez, c'est très important. Alors on poursuit. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de génocide, vous avez remarqué, pour vous dire que notre ami de Cholet a la mémoire courte au niveau de ce qui lui est arrivé dans l'histoire, en tout cas ses ancêtres, notre ami Bruno Retailleau. Ben, figurez-vous que des parlementaires français ont déposé des propositions de loi pour faire reconnaître le génocide vendéen. Le génocide vendéen. Donc le génocide des ancêtres de Bruno Retailleau. Alors qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau dit que l'Algérie est en train d'humilier la France. Vous avez remarqué, il a dû répéter ça, je ne sais pas, une trentaine de fois. Mais pourquoi il ne dit pas que la République française a commis un génocide sur ses ancêtres? Vous n'avez pas remarqué, il n'en parle jamais. Mais il faut l'aider à libérer la parole à notre ami Bruno Retailleau. Faut faire reconnaître le génocide vendéen à l'ONU. Faut l'aider, notre ami Bruno Retailleau. Moi, je suis partisan que tous les 17 octobre, nous allions à Cholet et que nous défendions la reconnaissance par la France du génocide vendéen. De la même façon qu'il faut faire reconnaître par la France, par cette République française, le génocide algérien. Et idem pour les génocides des Néo-Calédoniens. Il faut aider notre ami Bruno Retailleau, car aujourd'hui, ce Bruno Retailleau est devenu un ministre de la République qui a massacré ses ancêtres. Vous imaginez? Bon, et la psychanalyse de Freud, ça peut aider parfois à comprendre certaines logiques. Alors, le 7 octobre 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux députés qui ont déposé à l'Assemblée nationale française une proposition de loi tendant à reconnaître les crimes commis par la République contre la population vendéenne. Et dans ce texte-là, il est déclaré que les violences commises en Vendée entre 1793 et 1796 par des troupes aux ordres de la Convention ou de son comité de salut public, Convention de salut public, c'est-à-dire la République. Vous savez, comme le mot République est tellement difficile à écrire, ils préfèrent dire la Convention et le comité de salut public. À l'époque, c'était Robespierre. Mais ça s'appelle aux ordres de la République. Donc, les violences commises en Vendée entre 1793 et 1796 par des troupes aux ordres de la République sont des faits qui seraient aujourd'hui qualifiés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et s'agissant notamment de l'expédition dite des colonnes infernales, les colonnes infernales, c'était des troupes françaises qui massacraient tout sur leur passage. Il y avait 12 colonnes infernales. Et s'agissant notamment de l'expédition dite des colonnes infernales, ces violences seraient aujourd'hui qualifiées de génocide. Voilà
ce qu'ont déposé les députés français le 7 février 2018. Est-ce que vous croyez que notre ami Bruno Retailleau a soutenu ce texte? Non, non. Il était sénateur à l'époque. Il reste calme. Il veut pas se mouiller. Parce que lui, il a des, on va dire, des ambitions présidentielles. Regardez, le génocide vendéen. Ça calme, hein? C'est beau l'histoire quand même. Vous savez, l'histoire c'est comme des missiles. Quand on sait bien utiliser l'histoire, on peut faire très très mal. Un peu, vous avez pu le savez depuis ces derniers mois. Donc voilà pour notre ami Bruno Retailleau, donc qui est l'ami de Philippe de Villiers. Alors maintenant ils sont un peu fâchés parce que pour des raisons d'ambition. Alors pour finir cette vidéo, vous savez que notre ami Bruno Retailleau est en train de vivre, allez, à pratiquement 20 ans d'écart, le même destin que Nicolas Sarkozy. Vous savez, Nicolas Sarkozy, qui était l'ami du colonel Kadhafi avant de le faire assassiner et de détruire tout un pays qui vit depuis 13 ans une guerre civile, depuis 15 ans même, une guerre civile terrible. Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur comme Bruno Retailleau, et Nicolas Sarkozy était aussi le chef, le patron du parti de la droite. Donc c'est exactement le même parcours. Ministre de l'Intérieur, populaire, il est devenu populaire comme Nicolas Sarkozy à l'époque, à partir de 2002, et ensuite président du parti de la droite. Et vous savez qu'en 2016, il est devenu président de la République. Et si on calcule bien, 20 ans après, c'est exactement le même parcours politique. Donc, ne soyez pas étonnés que d'ici 2027, notre ami Bruno Retailleau devienne à son tour le prochain président de la République française. Et si cela vous enchante, restons comme maintenant, c'est-à-dire pratiquons la politique de la chaise vide, ne mettons pas d'ambassadeur à Paris, laissons Bruno Retailleau et toute l'intelligentsia médiatique, politique, diplomatique, intellectuelle française massacrer l'Algérie midi et soir, laissons le parquet national antiterroriste traiter nos diplomates de terroristes, et en 2027, nous aurons Bruno Retailleau président de la République. Et à partir du moment où il sera président de la République, on ne pourra plus rien faire. Et de la même façon que Nicolas Sarkozy, devenu président de la République, a détruit la Libye, ne soyez pas étonnés à ce que Bruno Retailleau s'en inspire. Voilà, à vous de finir la phrase. Sur cette image, je vous dis Tahiyya al-Jazair, Barakallahu fikum, Allah yarham al-shuhada.